Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de São Paulo au Brésil, manche numéro 19. Abdoussal avec vous et je suis en compagnie de Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Nous avons eu un excellent Grand Prix et dans ce temps-là, c'est sûr que ça va mieux. Ouais, écoute, ça a été non seulement un très bon dimanche, mais aussi un très beau week-end de Grand Prix, marqué par surtout du drama, comme on les aime. Comme la Formule 1, comme la seule ligue peut nous en offrir autant. Oui, définitivement. Et justement, on va tout de suite vous donner le résultat de ce Grand Prix du Brésil avec Lewis Hamilton. Oui, Lewis Hamilton qui remporte la course devant Max Verstappen. Deuxième, Valtteri Bottas complète le podium, lui qui était parti en pole position après avoir remporté la qualification sprint samedi. Sergio Perez est quatrième. Charles Leclerc et Carlos Sainz chez Ferrari terminent cinquième et sixième respectivement. Pierre Gasly, septième. Esteban Ocon et Fernando Alonso finissent respectivement 8e et 9e chez Alpine et 10e, c'est Lando Norris qui marque un point pour McLaren. Il y a eu deux abandons en fait, Lance Stroll et Daniel Ricciardo ont dû abandonner et Sergio Perez a obtenu le point pour le meilleur tour en course, donc c'est un point supplémentaire pour Red Bull. Alors Marc-André, nous allons tout de suite nous diriger vers les évaluations d'après-course. Alors, quelle a été ta performance du jour, contre-performance du jour et moment cocasse, et pourquoi ta performance du jour, c'est Lewis Hamilton? Écoute, ce sera pas difficile à expliquer. Quelle fin de semaine pour lui. Visiblement, il voulait nous montrer qu'il est encore dans la course pour le championnat, et il l'a fait à merveille. Ça nous donne un petit peu plus d'excitation parce que si Verstappen avait remporté ce Grand Prix au Brésil, disons que les chances de remporter le championnat pour Max étaient assez grandes. Mm-hmm. Maintenant, ça peut aller dans n'importe quel côté, surtout parce qu'on s'en va dans des endroits très inconnus pour les deux écuries. Mais bon, écoute, parlons un petit peu de la performance d'Hamilton. Ça a été très solide. Bon, elle a commencé par le samedi avec la disqualification. Ensuite, on y va pour la course sprint. En 24 tours, réussi des miracles à se rendre en 5e position. Ensuite, bon, il a dû affronter cette pénalité de 5 places pour un changement de moteur. Et en quoi, peut-être 4 tours, plus les 3 tours de... Ajoutons 3 tours avec la voiture de sécurité. Il était déjà 3e devant son coéquipier Valtteri Bottas. Alors, ça a été extraordinaire. Une belle course aussi de la part de Sergio Perez qui a réussi à le tenir. Tu sais, on pense à des bagarres, là. On en a eu en masse avec Lewis Hamilton en fin de semaine. Donc, ça fait du bien aussi de voir ça. Ah oui, clairement. Clairement. Est-ce que tu as une contre-performance ou une autre performance que tu voudrais souligner? Ben écoute, les Ferrari, le travail quand même, termine 5 et 6. Je voulais le mentionner parce que bon, j'avais levé un petit, pas un drapeau rouge, mais je m'étais dit, peut-être que les McLaren vont réagir dans ce Grand Prix au Brésil. Et premièrement, ils ont été complètement ils n'ont pas été là en raison de l'abandon de Ricciardo et de la crevaison de Lando Norris, qui termine quand même avec un point à la 10e position. Mais quel travail des Ferrari, le termine 5 et 6 avec Leclerc qui tout juste devant Sainz. Honnêtement, ça a été une belle fin de semaine pour eux et ils méritent tout ce qui leur arrive présentement. Ah, définitivement. Dans le cas de ma contre-performance, j'irais probablement avec les McLaren. C'était un Grand Prix important pour la course au championnat, de la 3e position. Et honnêtement, ça a été difficile. Bon, on a connu des ennuis mécaniques et une crevaison avec Norris, mais quand même, je pensais que il allait réussir à sortir peut-être un petit peu mieux. Mais bon, écoute, c'est le type de fin de semaine où il faut mieux oublier que la garder dans de petites poches.
Ah oui, clairement, je suis d'accord avec toi. As-tu un moment cocasse? Allons-y avec la réaction de Toto Wolff quand Hamilton a dépassé Max Verstappen. Ça va être dur à battre, disons, cette réaction cette année. Il était content. Il a pointé. Qui pointait-il? Les fans, les commissaires. Un peu tout le monde, je crois. Hein? Moi, je pense il a dit aussi, sa réaction, c'était à l'endroit du directeur de course de Michael Massey. Probablement en réaction justement à ce dont on va parler un peu plus tard, la fameuse histoire du 48e tour au virage 4. Mais ça, c'est définitivement un nouveau mime qui va arriver dans l'univers de la Formule 1. Et peut-être même dans l'univers. La gracieuseté de Toto Wolff. Ah, écoute, Toto Wolff, ce week-end, était un homme, comme s'il je l'ai jamais vu aussi, excusez-moi le terme anglophone, livid. Je l'ai jamais vu aussi livid que ça dans un week-end de Formule 1. C'était quelque chose. Il a défendu son écurie, mais le 0.2 mm, il était là, il existait. Ouais. Tu peux pas l'enlever, puis la Formule 1 ne pouvait pas non plus dire à Mercedes, c'est juste 0.2, c'est pas grave. Mm-hmm. Non, il y a une ligne à ne pas traverser. Bon, malheureusement, c'est une petite vis qui fait en sorte que cette ligne a été dépassée, mais quand même, le règlement, il est là pour ça. Et personne n'aura de faveur de la part des directeurs de course, ça c'est sûr. Et voilà, exactement. Donc, tout est dit. C'est un règlement technique, alors... c'est pas noir ou c'est noir ou blanc, il n'y a pas de zone grise. Exact. Donc, la disqualification était justifiée. Et moi, je vais te dire tout de suite mon moment cocasse. Justement, c'est tout le drama qui a entouré le DRS de Lewis Hamilton. Dire que c'est 0.2 mm qui a fait en sorte que toute la planète Formule 1 était sur Twitter en train de rafraîchir. Et même sur le site officiel de la FIA, parce que... normalement, quand on va chercher l'information concernant les pénalités, ça vient directement du site officiel de la FIA. C'est tout à fait libre de visionnement pour tout le monde. Évidemment, je pense que c'est publié ou c'est donné aux membres des médias en premier, entre autres. Mais vendredi soir, quand je suis sorti du travail vers 20h heure du Québec, il n'y avait aucune décision qui a été prise. Quand je suis allé au Burgundy Lion pour regarder l'équipe nationale du Canada au soccer jouer contre le Costa Rica. Aucune décision. Ils ont décidé d'adjourner ça. Et ensuite, on a appris que Max Verstappen était sous enquête parce que il avait touché l'aileron arrière de la Mercedes, en plus de la sienne. Donc, lui, il a reçu une amende de 50 000 €. Et Hamilton a été disqualifié. Là, on ajouté à cela l'amende de Hamilton, 5 000 € plus 20 000 qui sont en sursis pour avoir détaché sa ceinture de sécurité. La FIA vient de se faire 55 000 €. Je me demande s'ils vont l'investir dans le party de fin d'année à Abu Dhabi. Les employés doivent être contents en ce moment. Ah, écoute, je suis sûr que ce sont 55 000 € bien investis, entre autres. Sinon, ma performance au sommet, on s'entend, c'est Lewis Hamilton. Je vais aller dans la même lignée que toi, Marc-André. Moi, je vais donner plus à Lando Norris parce que Daniel Ricciardo a fait quand même une bonne course en général et l'abandon n'est pas quelque chose dont il est responsable. C'est une perte de puissance. Mais Lando Norris, d'ailleurs, joyeux anniversaire encore à Lando. C'est vrai, c'était sa fête. C'était sa fête samedi. Il s'est mis dans le trouble en allant directement se rabattre sur l'extérieur de la ligne de départ arrivée pour dépasser Sainz. Donc, il s'est mis lui-même dans le trouble avec cette crevaison et Dieu sait que c'était une course vraiment importante pour l'écurie en fait et surtout dans le sens où Zach Brown et Pato O'Ward étaient à Laguna Seca en train de rouler avec des anciennes McLaren. Donc voilà, c'était nos évaluations
pas ce Grand Prix. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de cette magnifique victoire de Lewis Hamilton. Avant tout, Marc-André, est-ce que tu crois, maintenant que c'est sa 101e victoire en Formule 1, est-ce que tu crois que Sao Paulo 2021 devrait se retrouver dans le top 10 de ses plus belles victoires en Formule 1? Probablement. Écoute, il t'a sorti une performance accablante. Il était partout. Sa vitesse de pointe était hallucinante. Maintenant, reste à voir s'il y a des petits ajustements techniques avec l'aileron arrière. Parce que je comprends Red Bull d'avoir des doutes sur quelque chose sur la voiture. Parce qu'écoute, elle vole littéralement cette Mercedes actuellement. Et ça sort un peu de nulle part. Oui, l'ajout d'un nouveau moteur, de nouveaux composants. Mm-hmm. Mais est-ce que ça l'explique réellement la vitesse qu'Hamilton est capable d'atteindre? Écoute, je pense que durant la course sprint, c'était quoi? C'était 24 km/h de plus que son coéquipier. C'est beaucoup, c'est énormément. Écoute, il y a le travail aussi dans la sortie du virage 12 qui est extraordinaire là, depuis le début de la fin de semaine. C'est le meilleur dans sa relance. Donc, c'est sûr que ça l'aide dans la vitesse de pointe et dans les résultats aussi des chronos. Donc, j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. La petite enquête personnelle de Verstappen va-t-elle mener à quelque part? Si oui, ça pourrait être un 50 000 assez bien investi, disons. On verra cela. Écoute. Pour revenir sur le travail d'Hamilton, c'est hallucinant à quel point ce pilote peut ressortir de nulle part avec une telle performance. Et cette année, à moins que je me trompe, je ne pense pas avoir vu Hamilton aussi intense et avoir autant le goût de gagner qu'en fin de semaine. Malgré tout ce qui est arrivé cette année, il voulait absolument cette victoire devant les Brésiliens, une pièce qu'il adore, avec la nationalité brésilienne également, d'Ayrton Senna et tout ça. Donc, écoute, il volait. Et tant mieux pour les Brésiliens. Maintenant, la course de Max va être plus corsée qu'il ne le croyait. Et on en parlait hors ronde, mais les 36 à 50 points perdus par Verstappen lors des incidents impliquant des Mercedes en Angleterre et en Hongrie commencent tranquillement à faire mal et à mettre un peu plus de pression sur les Red Bull. Ouais, et n'oublions pas aussi l'abandon de Verstappen à Bakou, entre autres. Par contre, Hamilton qui passe tout droit aussi, oui. C'est 25 points perdus. Donc, ouais. Même 18 aussi, parce qu'il aurait pu se contenter de finir deuxième. Ouais, deuxième égal. Donc, ouais, écoute, moi je pense c'est avec Nico Rosberg et je dirais possiblement Felipe Massa. Je pense que Max Verstappen est le rival le plus corsé que Lewis Hamilton a eu à faire face pour la course au titre. Parce que encore là, je pense que c'est le plus corsé. Parce que là, écoute, ça remonte à loin, mais l'avance de Rosberg, c'était de combien? J'ai un doute actuellement. On pourrait revenir avec les chiffres, mais sans les malchances de Verstappen, actuellement, Hamilton en a peu beaucoup. Souvenons-nous, en début d'année, à Émilie-Romagne, quand il a passé tout droit et qu'il aurait pu rester dans le gravier, finalement, a réussi à ressortir indemne et a finalement terminé sur le podium. Ça fait plusieurs fois que la malchance est plus du côté de Verstappen. Maintenant, on en parlait en milieu de la saison que jusqu'à la fin, ça allait être ça qui allait être déterminant. Et présentement, une chance. Il n'y a rien eu. Là, il reste 3 courses à voir si des incidents vont se produire. Si jamais il y a des incidents, ça va être Hamilton qui va être le perdant là-dedans parce qu'en ce moment, c'est Verstappen qui l'avance. Ouais. Et tu sais, moi, je pense que on donne avec l'annonce de la pénalité à Hamilton, on pensait que c'était les carottes étaient cuites parce que si Verstappen avait un écart de si Verstappen quittait le Brésil avec un écart de 26 points et plus, il avait la première balle de manche de championnat au Qatar la semaine prochaine. Et c'est pour ça que c'est aussi frustrant pour lui aussi d'avoir connu un adversaire aussi difficile en fin de semaine. Exactement. Et là ensuite, il y a eu la disqualification qui n'a pas aidé
le fait que Verstappen, Bottas a fait une faveur à Hamilton en allant réussir son départ lors de la qualification sprint, mais c'était quand même 2 points de plus que Verstappen a gagné. Donc, en quelque sorte, Verstappen peut se dire chanceux d'avoir la qualification sprint à ce moment-ci de l'année, parce que sinon, ça aurait été 12 points. Et en l'espace de 2 Grands Prix, si Hamilton finissait gagner les 2 courses et que Verstappen devait terminer deuxième sans les points du meilleur tour, Hamilton serait arrivé à Abu Dhabi, je pense, avec la tête du championnat. Là, dans les circonstances, on pourrait avoir égalité si jamais Hamilton finissait devant Verstappen, excluant les points pour le meilleur tour. Alors, c'est fou. Tu vois à quel point c'est fou et à quel point cette victoire, elle est quasi importante pour Lewis Hamilton. Alors, à quel point celle de Verstappen sur un territoire Mercedes au Grand Prix des États-Unis était capitale aussi. Oh oui. On ne dira jamais assez à quel point cette victoire à Austin a carrément basculé le championnat. On parle bien des 36 à 50 points qui ont été perdus, mais dans le cas de Verstappen, une victoire sur un circuit qui a été historiquement dans le cas de l'ère V6 hybride turbo, où Mercedes a été dominant, ça c'était carrément important. Et même là, avant on disait que c'était un circuit qui appartenait à Red Bull, parce que le deuxième secteur était un endroit où la Red Bull était assez forte. Mais là, avec la longue ligne droite, le premier secteur, le virage 4 qui arrivait, c'était vraiment un territoire Mercedes. C'était un secteur important pour Mercedes. Oui, vraiment. Puis, peu importe la terminaison de cette saison, si Verstappen termine premier, gagne son premier championnat, ce sera en grande partie en raison de son travail à Austin, alors que si Hamilton réussit à se sauver avec la victoire au championnat, ce sera en grande partie en raison de son travail au Brésil. Donc, tu vois, il y a 2 manières de voir ça. Et en fait, le Grand Prix au Qatar va être très déterminant aussi pour Hamilton. S'il réussit à s'échapper avec la victoire ou si Verstappen réussit à s'échapper avec la victoire, là aussi, on a quelque chose d'assez important parce qu'il va se ramasser avec une avance de 20 points, si je me trompe pas. Ouais, 19. Il va revenir avec 19, 21. 21, ça commence à être assez catégorique pour le championnat. Mm-hmm. Donc, à voir. Donc, non, il ne faut pas qu'il y ait d'incidents non plus durant une course. C'est ça qui est extraordinaire en ce moment. C'est que c'est l'inconnu total. Exactement. Donc, tu vois, Qatar, on le voit, c'est arrivé au bon moment, la pénalité d'Hamilton, parce que il y a une longue ligne droite. Mais, donc, il pourrait avantager la Mercedes. Mais sinon, en Arabie Saoudite, c'est une inconnue. D'ailleurs, le circuit commence à prendre forme, devrait être, heureusement, et j'ai vu les images qui ont été publiées aujourd'hui même. Ça commence à prendre forme, Dieu merci. Je pense qu'au final, ça devrait être prêt. Mais, tu l'as dit, Marc-André, Austin et Interlagos, ce sont 2 victoires capitales. Je sais que probablement la victoire d'Hamilton à Silverstone pourrait l'être aussi, comme il y avait une autre, les victoires de Verstappen en Autriche aussi l'ont été, avec sa domination en France aussi. Mais dans l'esprit du championnat actuel, de la façon dont ça s'est terminé, je pense, ces 2 victoires sont plus capitales que celles que j'ai mentionnées. Écoute, c'est sûr qu'il y a des points perdus de Verstappen en Angleterre et Hongrie. On dit pas, ça c'est sûr. Oui. Parce qu'actuellement, j'essaie de compter, là, mais c'est pratiquement la fin si Verstappen s'était échappé avec ses 2 victoires. Ouais. Rendu là, en Hongrie, Hamilton menait le Grand Prix, peu importe ce qu'il arrivait derrière lui. Donc, c'est sûr qu'on peut pas considérer que Verstappen aurait gagné ce Grand Prix-là, mais une chose est certaine,
J'ai encore les gestes d'Hamilton dans la gorge en Angleterre, à voir si ça va avoir un impact énorme sur la terminaison de la saison. Ouais, exactement. Donc, c'est à voir. Donc, Qatar la semaine prochaine et Arabie Saoudite au début du mois de décembre. Sinon, Hamilton il a dépassé 25 voitures, mais il a rendu visite aussi au commissaire de piste, dont aujourd'hui, au moment où on enregistre, parce qu'il a été mis à l'amende pour avoir détaché sa ceinture de sécurité après la course pour évidemment aller célébrer avec les fans pendant qu'il faisait son tour d'honneur, si on peut dire. Et en plus de cela, il y a 20 000 euros supplémentaires qui sont en sursis. Donc, si par exemple, il devait contrevenir à un règlement sportif selon la FIA ou la même infraction, OK, fait que c'est peu importe l'infraction. C'est comme un 20 000 $ en suspens. Là. C'est ça, exactement. OK. Donc, si c'est, par exemple, peut-être si c'est une répétition une répétition de la faute ou bien quelque chose d'autre dans le genre. Si tu touches à une voiture, 70 000 $. On pourrait dire. C'est ce que je comprends. Si jamais ce n'est pas cela, à propos du 20 000, corrigez-moi, ça pourrait être un dîner payé par la FIA à la fin de la saison en 2022. Donc, non, mais je pense que c'est faire parce que, enlever sa ceinture. Ça aurait pu être plus. Rendu là, 5 000 $ pour Hamilton, c'est rien. Ouais. Tout comme la pénalité, l'amende donnée à Verstappen, ça aurait pu être beaucoup plus. 50 000 $. Je trouve ça dommage parce que tu veux comme montrer l'exemple. Puis pour ce qui est de la ceinture de sécurité, Toto Wolff disait s'il roulait tellement pas vite que c'est pas si grave. Non. C'est quand même grave. Donc, oui. Il faut quand même passer un message clair. Et le message que la FIA montre, c'est que 5 000 $. 5 000 $. C'est de la misère. Remarque que, il y a eu cette fameuse histoire de Charles Leclerc qui avait complété 2 tours du Grand Prix d'Espagne, sans sa ceinture de sécurité, en pleine course, en plus de ça. Il y a eu quelques fois où aussi on a vu quelques pilotes, Romain Grosjean, je crois, en 2007, si j'ai bien lu, là. Ouais, il y a eu quelques histoires de ce genre, mais, jamais ça n'avait été, jusqu'à aujourd'hui, je pense, pénalisé en quelque sorte. Donc, comme c'est inscrit dans le communiqué que la FIA a envoyé, c'est un message qu'ils veulent envoyer aux jeunes, aux pilotes dans les catégories juniors, parce que naturellement, oui, les pilotes de Formule 1 sont des professionnels, mais c'est pas une raison pour contrevenir à quelque chose qu'on ne ferait jamais même sur la route même. Donc, moi je pense que c'est une bon. On peut remettre en question la somme, mais je pense que la sanction, elle est justifiée. Elle est justifiée et je pense que c'est une bonne chose maintenant que la FIA dise on n'accepte plus ce genre. Puis Anna Maria aussi le disait dans hors d'onde aussi. Par exemple, s'il y avait eu quelque chose, un contact comme Vettel et Stroll au Grand Prix de Malaisie 2017, ça aurait été et que le pilote n'avait pas sa ceinture attachée. Je sais pas. Je vais pas imaginer, mais en tout cas, c'est une bonne chose que ce soit finalement sanctionnable. Ouais. Donc, et parlant de sanctions, on va revenir au 48e tour, un point qui a vraiment mis Mercedes en furie, en fait, si on peut dire. Donc, Hamilton qui tente le dépassement sur Verstappen au virage 4 et les deux pilotes, autant Verstappen que Hamilton, se retrouvent à l'extérieur de la piste. Donc, ça a été vu et noté par la FIA, mais il n'y a eu aucune enquête nécessaire. Donc, ce qui a frustré Toto Wolff, évidemment, d'où Toto. Ah oui, écoute, Toto était aussi en furie que moi après avoir regardé les Steelers faire match nul contre les Lions. Arc.
Mais, écoute, et c'est ce qui explique aussi la fameuse réaction dont on parlait en début d'émission. Hein. Donc, moi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois que ça méritait une pénalité ou bien c'était juste du hard racing? C'est un incident de course. Laissons les pilotes se battre un peu. Verstappen était devant. On le voit sur la vidéo. Verstappen est devant Hamilton au moment d'entrer dans le virage. Hamilton, sans trop forcer, mais reste quand même présent dans le dépassement. Mm-hmm. Et ensuite, Verstappen prend la place qu'il lui est attribuée. Bon, sort un peu de la piste, mais laissons les pilotes se battre. Arrêtons de toujours et toujours mettre des pénalités à des moments où on enlève le goût à un pilote de se battre par peur d'une pénalité. Dans des moments comme ça où la vie des deux pilotes n'était pas en danger pour ce petit incident-là. Mm-hmm. Les deux ont sorti de piste, puis on continue leur route. Pour moi, c'est ma vision des choses. Il faut laisser les pilotes se battre quand ils ne dépassent pas la limite de la sécurité. Mm-hmm. Lorsqu'ils dépassent la limite de la sécurité, là, il faut absolument que tu mettes une pénalité en place pour justement commencer à aider à améliorer la sécurité en Formule 1. Mais dans des moments comme ça où, en plus, les deux se battent pour le championnat, c'est normal qu'il y ait certaines frictions en piste. Maintenant, c'est sûr que Toto va être fait en furie. Il a connu une disqualification en début de fin de semaine. À voir. Donc, tu sais, rendu là, je me dis que c'était juste un incident. C'était même pas un incident de course. Ils n'ont même pas eu de contact. T'sais. C'était une suite d'un événement où les deux étaient tellement proches qu'ils n'ont pas eu le choix de sortir de piste. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que c'était limite, mais je ne pense pas que Max voulait le faire de manière malicieuse. Je pense même que il y a eu une légère correction qu'il a dû faire. Oui, vas-y. Même là, je t'arrête 2 secondes. Oui, vas-y. Abdou, là. Si Max avait de mauvaises intentions, là, Hamilton aurait pu être dans la course. Ouais. Puis, en ce moment, là, on parlerait d'un avantage de 19 points pour Max au championnat. Plus que ça. On parlerait même d'un avantage. Ouais, mais si les deux étaient sortis, par exemple. Ah, ok, ouais. Tu sais, pour gagner le championnat, pour Max, c'est pas compliqué. Là. Tu sors Hamilton dans une course, puis c'est fait. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, il a été très fair. Il a couru. Il s'est défendu. Bon, il y a eu les zigzags sur le dépassement d'Hamilton. Ouais, ça c'était mérité. Le drapeau noir. C'était complètement mérité. Les commissaires ont noté, disons, là. On donnait un carton. Ouais, ça ressemble à un carton, si on peut dire. Le drapeau noir et blanc, ouais. Blanc et noir. Mais c'est ça. Si vraiment Verstappen était mal intentionné, je pense qu'Hamilton aurait pas fini la course. Ouais. Mais c'est sûr que moi, je sais que, ça n'a pas été mis en évidence quand même, mais il y a aussi le truc du let him race. Je comprends, dans ce cas-ci, je pense qu'on peut l'exclure parce que je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit de malicieux, ou encore moi, je pense que c'était juste Max qui a essayé de corriger ça, soit il allait perdre le contrôle ou je sais pas. Mais il y a un problème de constance avec la FIA par contre. Parce que apparemment de ce que j'ai pu lire par exemple dans The Race, les commissaires n'ont pas jugé bon de revoir l'action devant le casque de Verstappen et le volancier pour voir si il y a eu un coup de volant supplémentaire ou quoi que ce soit. C'est là aussi où je me dis il faudrait qu'il y ait un peu plus de constance. Et autre chose aussi, j'aimerais que les équipes arrêtent de parler avec Michael Masi. Parce que, ok, une fois c'était cool, mais après le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'était devenu énervant. Et en plus, Michael Masi, ce n'est pas lui qui, comment je dirais ça, qui prend les décisions. Tu sais, j'aimerais que les écuries le fassent à des moments opportuns. Mais là, honnêtement, pour Red Bull, c'était un petit peu... On parlait de lobbying à RDS avec Frédéric Plante et Bertrand Hull. Ouais. C'est un peu ça en ce moment en Formule 1, du moins depuis le début de l'année. Depuis qu'on a accès à ces conversations. Peut-être que ça se faisait avant aussi. J'imagine que oui.
en dévoilant tout ça, on observe qu'il y a beaucoup plus de lobbying qu'on pensait en Formule 1. Exactement. Et personnellement, je trouve que imagine, par exemple, Dominique Ducharme ou bien Marc Bergevin du Canadien en train de faire du lobbying auprès du centre de décision à Toronto, par exemple sur un but refusé ou bien sur une pénalité. Et imagine si ça devait se produire. J'imaginerais, par exemple, Dominique Ducharme au téléphone pendant une partie alors que le Canadien tire de l'arrière genre 5-0. Puis... Ou pire que ça, Jeff Molson qui appelle à Toronto ou quelque chose comme ça. T'sais. Ah ouais, écoute. Écoute, ce serait legit. Ce serait legit ça. Donc, non, j'aime pas le lobbying qui se fait en Formule 1. Surtout à la mauvaise personne. Si vous vouliez faire du lobbying, proprement dit, pur et dur, c'est à ceux qui prennent les décisions, c'est-à-dire au commissaire genre, donc, par exemple, par exemple, Red Bull pourrait faire du lobbying, par exemple, auprès de Vittorio Liuzzi, un de leurs anciens pilotes. Un petit 20$ là, bien investi. Là. Ouais, là, ça tomberait dans la corruption. Imagine. Imagine une histoire de corruption avec les commissaires. Ouh! Écoute, je pense qu'il faudrait supprimer nos comptes Twitter parce que ça exploserait. Ouais. Mais ouais, non, je pense qu'il faudrait carrément que même la FOM arrête de diffuser ces communications. Je sais pas. Moi, je trouve ça sympathique quand même pour les fans. Je trouve pas que ça ajoute quelque chose d'intéressant, d'interaction. Parce que des fois, dans les courses plates, je trouve que ça ajoute un petit peu une petite sauce. Quelque chose d'intéressant. Juste de voir que les écuries se parlent entre eux. Ça ajoute quelque chose, je trouve. Ouais, d'un point de vue, ça se défend. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des conversations comme celle qu'on avait avec Red Bull qui n'étaient pas nécessaires. T'sais. On aurait pu juste pas la diffuser, puis en conscience, ça aurait été très bien quand même. Ouais, exact. C'est ça. Non, je pense que ça, on pourrait carrément... C'est de la sélection rendu là, tu sais. Ouais, c'est ça. Et tu vas imaginer si c'était, par exemple, dans le cas de Fernando Alonso, oh mon Dieu, avec sa croisade contre la FIA. En Grande-Bretagne, c'était un moment très bien choisi. Tu sais, les conversations entre les écuries puis la FOM, j'ai aimé ça. Toto, Michael, I sent an email. Oh mon Dieu, oui, tu vois, non, ça aurait été... Non, dans ce moment-ci, ouais, ça aurait été compréhensible. Et c'est ce qui a ajouté en plus au fameux drama suite à l'accrochage entre Hamilton et Verstappen. Donc, non, la forme là, c'est frotter les mains avec ces conversations, en fait. Et merci. Netflix aussi. Ouh! Écoute, ce week-end là, parlant de Netflix, s'ils étaient vraiment là, je pense qu'on aurait eu quoi? Probablement 2 parties d'épisodes. Mm-hmm. Ça aurait rempli carrément 2 parties d'épisodes. J'espère qu'ils sont là. Mm-hmm. J'espère. Parce que tu vois, ils pourraient se couvrir ce drama qu'on a eu, mais pourraient couvrir aussi le duel entre Alpine et AlphaTauri, notre prochain sujet, parce que si la bataille est féroce du côté de Red Bull et Mercedes, pour la 5e place, ça l'était encore, puis aujourd'hui, ça a été plus, disons, Gasly contre Alpine, parce que Gasly a marqué les points. Tu vois, Gasly a marqué 6 points à lui seul, contre 6 pour Ocon et Alonso qui ont fini 8e et 9e derrière. Donc, Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'abord de Alpine qui conserve sa 5e place? Son avantage au 5e rang à égalité avec AlphaTauri. C'était du bon travail aujourd'hui de Ocon et Alonso. Ils ont été à plus d'une reprise là, forcés de se battre en piste. J'ai pas trop aimé leur performance contre Gasly. À vrai dire, ils se sont fait quand même
détrôner assez faciellement. Là. C'est peut-être leur seul défaut durant la fin de semaine. À part ça, honnêtement, la course était belle pour eux. Ça a été fait de manière assez propre également. Donc, non, j'ai rien à dire. Là. C'est un 6 points d'accumuler pour eux qui est assez important. Là. Ah oui, clairement, parce que vraiment, j'ai vu, bon, on a vu Alonso, et moi, c'est surtout Ocon que j'ai trouvé qui a sorti les coudes. Sa bataille contre Gasly, elle était excellente. Elle était très belle, en plus. Et évidemment, bon, il s'est battu. Et on parle d'Alpine, mais aussi AlphaTauri de l'autre côté. Gasly qui continue de transporter cette équipe sur ses épaules. Et Yuki Tsunoda qui n'a pas aidé sa cause avec sa pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision avec Lance Stroll. Et à l'origine, je pensais que ça allait être classé comme incident de course. Mais finalement, la FIA a juste dit, t'as causé un dommage. Et ça a été la raison pour laquelle on a eu une voiture de sécurité, parce que l'aileron avant de Yuki Tsunoda s'est retrouvé directement aux côtés sur les côtés dans les as de Senna. Donc moi, je pense que Tsunoda aurait pu marquer des points dans cette course. Oui. Puis d'ailleurs, dans les mauvaises performances, la FIA peut recevoir un petit lauréat parce qu'honnêtement, d'avoir attendu 3 tours avant d'avoir une voiture de sécurité, j'ai trouvé ça long. Ouais. Je pense que tout le monde a vu qu'il y avait des débris. Mm-hmm. Tout le monde était conscient que c'était dangereux pour les crevaisons, pour les pilotes. Ça a pris quand même 3 à 4 tours. Ouais. Je trouve que ça a vraiment été long. Ouais, et je pourrais donner aussi une contre-performance aussi à la réalisation télé parce que honnêtement, avec le nombre d'actions qu'on a eu aujourd'hui, je sais que sur RDS, on a le side by side, excusez-moi. C'est un cas courant. Donc on a la diffusion en direct, puis on a parfois la reprise ou la publicité, tout dépendamment. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange parce qu'en Formule 1, c'est pas quelque chose qui a été innové. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des la réglementation télévisuelle dans le cas de la Formule 1 ou dans le cas de certains pays, mais ce serait bien d'avoir justement du side by side comme ça, on ne manque pas l'action. Je sais que par exemple dans la barre de classement, on a un petit écran qui nous permet de voir un autre pilote, mais c'est pas assez. Surtout quand il est question de reprise de la reprise du départ, on manque beaucoup d'action. On peut manquer de l'action, comme par exemple, j'ai même pas vu Hamilton dépasser Leclerc. Et on est revenu, je pense, au moment où où Bottas a laissé passer Hamilton. Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est quelque chose que la FOM devrait peaufiner, et la FIA devrait peaufiner aussi sa réactivité aussi, sa réaction, parce que attendre 3 tours pour un aileron avant qui était quand même à une place où c'est possible de sortir large en plus, c'était pas fort non plus. Ouais, je suis d'accord, ça n'a pas été une grande performance pour cette télévision, pour cette diffusion à la télévision mondiale. Des fois, il y a des ratés, puis aujourd'hui, j'avoue que c'était pas facile. Ouais, exactement. Mais ça n'a pas été aussi pire que... Rappelle-moi le Grand Prix. Monaco. Bakou, hein, c'est ça? Bakou ou Monaco, je crois. Ouais, ça, c'était difficile. Monaco, c'était surtout difficile. Et ça nous a donné le fameux meme de Lance Stroll. Oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, ça au moins on peut dire que ça a été mauvais, mais ça nous a donné un bon moment de comédie. Et ça s'est même retrouvé dans Know Your Meme, le site principal des memes à travers le monde. Alors, au moins c'est une bonne chose. J'ai oublié de parler de Mercedes. On va revenir sur Mercedes. Je sais pas si tu te souviens, Mercedes Valtteri Bottas avait dit, on a laissé passer, ou on a échappé à un doublé solide. Est-ce que tu crois que qu'un doublé Mercedes était possible? Non, écoute, même si Bottas avait été très très proche, je sens que Verstappen aurait tout donné pour pas qu'il se fasse dépasser. Non, je pense vraiment que c'était de circonstances que les Mercedes se ramassent 1 et 3. Même
J'ai de la difficulté à comprendre. Ça s'est fait. Même là, encore la diffusion mondiale, télévisuelle, on a eu des ratés. J'ai pas remarqué quand Bottas a dépassé Perez. Est-ce que c'est au puits? C'était au puits, c'était pendant la voiture ça. de sécurité virtuelle, en fait. Donc, Bon, Bottas a eu un arrêt gratis. Il est revenu, donc, devant Checo. Ok, excuse, je l'avais quand même manqué. Donc, j'ai un peu été surpris aussi quand je les ai vus troisième. Mais non, écoute, quand on regarde les chronos, on se dit, ok, ça aurait peut-être été possible. Mais dans les moments cocasses, on pourrait ajouter aussi à la fin, Lewis Hamilton qui demande, Bottas, il est où? Là, on lui dit P3, puis on dit juste good job. J'ai comme l'impression qu'il aurait aimé ça que Bottas soit deuxième. Oui, j'en suis sûr, parce qu'il y a une bataille pour le championnat des constructeurs qui est en jeu aussi. Mais non, écoute, je pense que c'était de voir trop grand, un 1-2 chez Mercedes, considérant aussi le mauvais départ de Bottas. Oui. Je te dirais la semaine dernière, on disait au Mexique, Bottas avait raté son départ. Ça, je pense qu'on est d'accord. Là-dessus, je suis prêt à lui donner un petit peu le bénéfice du doute. Il aurait pu faire mieux, certes, mais Verstappen a connu un bon départ encore. Puis ensuite, c'est juste une escalade d'événements. Bottas qui est ralenti par Verstappen, Perez qui a de la vitesse. Ouais. Et on connaît les résultats qu'on connaît. Mais bon, regarde, au final, ça n'a pas coûté trop cher parce que pour l'instant, ils sont premiers au championnat avec 11 points d'avance. C'est ça. Donc, ça les relaxe un petit peu au moins. Donc, c'est une bonne chose. Mais d'avoir entendu Bottas dire, on aurait pu avoir un doublé solide. Je sais pas. Je ne pense pas. C'est tiré par les cheveux un peu. C'est tiré par les cheveux parce que Verstappen, avant qu'Hamilton ne le rattrape, était parti. On dirait qu'il était parti pour la gloire, encore une fois. Puis tu sais, je pense qu'à un moment donné, Verstappen s'est bien rendu compte que Hamilton était intouchable aussi. Mm-hmm. Il a dû lever le pied un peu. Il y a aussi une gestion de moteur là, à faire pour Verstappen dans l'histoire. Il faut pas qu'il arrive non plus à Abu Dhabi avec un moteur qui est trop essoufflé. Donc, probablement qu'il en a profité pour ralentir le rythme au Brésil, voyant que Hamilton était tout simplement trop rapide pour lui. Mm-hmm. Exactement. Donc, moi, je pense que naturellement, un doublé, c'était pas dans les cartes. Sinon, on va parler de Ferrari contre McLaren. Ferrari, clairement, dans ce duel, le grand gagnant. On parle quand même attends, je vais te dire ça, 5e et 6e, donc 5e et 6e contre 10e et un abandon pour McLaren. Donc on parle de 16 contre 1. Et au classement des constructeurs, Ferrari maintient sa 3e place. Et là, c'est quoi? 32 points, c'est 31 points et demi d'avance sur McLaren. Donc, Ferrari a fait du très bon travail aujourd'hui. Et moi, je vais te dire, Lando Norris, autant il a été bon lors du sprint, le dépassement sur Charles Leclerc était excellent, mais il a tout gâché au premier tour. À quelques mètres. Au départ. Ah oui, clairement. Donc, on en parlait, je pense que le fait de se rabattre un peu trop vers l'extérieur, et il a touché Sainz, je crois que... L'idée était bonne. Ouais. Je pense que... Parce que voyant que le centre était indisponible, je trouve que c'était brillant. Oui. Mais bien sûr, il s'est rabattu trop rapidement. Maintenant, je pense qu'il ne voulait pas rester non plus trop dans le gazon longtemps. Il ne voulait pas... Parce que probablement, je pense que ça aurait été peut-être considéré comme un dépassement illégal, peut-être même. À la limite. Là, je parle un petit peu sous mon chapeau. Là, pose un peu la question dans l'air. Mm-hmm. Mais non, je trouvais que l'idée était bonne, mais oui, c'est rabattu trop vite, puis ça va faire mal au classement présentement. On le voit avec les 31 points de différence. Ça va prendre de grandes performances pour McLaren jusqu'à la fin de la saison pour revenir. Mais je pensais pas dire ça, mais ça va être difficile pour eux de gagner cette 3e position, j'ai l'impression, en raison d'un Grand Prix aussi difficile. Et surtout aussi que Ferrari travaille en équipe, parce que Leclerc et Sainz ont été très bons.
La Ferrari, avec les évolutions qui ont été faites au cours des derniers Grands Prix, semble de plus en plus solide contrairement à ce qu'on a vu cette année, malgré les 2 pôles de Charles Leclerc. Donc, en termes de rythme de course, la Ferrari est bien meilleure en ce moment que, par exemple, dans les premières courses européennes. Je pense que vraiment, cette 3e place, à moins d'une catastrophe, je pense que Ferrari est parti pour la gloire eux aussi. Donc, je crois que la Scuderia peut-être Carlos Sainz dit que, il a dit sur son compte Instagram que c'était pas une bonne course pour lui, mais d'un point de vue d'écurie, Ferrari est très satisfait de cette récolte de 16 points. Et en plus de ça, heureusement pour eux, ils ont profité de l'abandon de Daniel Ricciardo suite à une perte de puissance. Et là, ça risque le fait que la McLaren ait subi une perte de puissance et c'est lié au moteur Mercedes. Ça laisse des doutes sur la fiabilité aussi des autres voitures, dont l'écurie mère en plus de cela, surtout à 3 courses de la fin. Vraiment. Écoute, c'est des moments comme ça qui sont importants pour une écurie comme ça. Puis présentement, ils sont vraiment en train de réussir à améliorer le tout. Là. Ouais, exactement. Et aussi, quand on parlait justement durant la semaine de Antonio Giovinazzi, 14e, alors que Kimi Raikkonen, lui, était parti de la ligne des puits. Raikkonen finit 12e. Je pense que, et avec les rumeurs de Guan Yu Zhou qui serait annoncé, qui devrait être annoncé mardi, je pense que les carottes sont cuites pour Giovinazzi, malheureusement. Oui. Donc, puis il parle très mal aussi à son écurie. Dernièrement, j'ai remarqué des conversations par F1 TV, là. Puis des fois, c'est pas très cordial, disons, les conversations qu'entretient Giovinazzi par rapport à son écurie. Donc, ça sent la fin, effectivement. Ouais. Et déjà, l'histoire du message, du merci sarcastique après la course au Mexique, c'était un signe. Et là encore... Ensuite, il y a aussi une mauvaise stratégie durant la course. Puis il aurait répondu quelque chose comme quelle bonne idée de faire une telle décision. Ouais, aussi. Ah oui, écoute, je crois que... Et ça se voit aussi. Ce sont certains signes avant-coureurs qui font en sorte que... On a un peu quelques idées de ce qui se trame en coulisses. Donc, ouais, c'était pas fameux. Sinon, du côté de Aston Martin, Vettel 11e, Stroll qui abandonne. Stroll a fait une bonne course, je dois dire, quand même. Malgré le contact avec Yuki Tsunoda, dont il n'était pas responsable, a quand même bien fait. A fait de très bons dépassements, mais évidemment, avec une voiture endommagée, il pouvait pas faire grand-chose. Et avec un programme triple, évidemment, on voulait économiser un peu de millage dans la voiture. Et Vettel qui a fait une très bonne course, mais qui finit 11e malheureusement. Très bon départ. C'est dommage que l'Allemand ne marque pas de points pour l'écurie parce que il était un peu partout. Il faisait de bonnes batailles quand même. Uh-huh. Ouais. Oui, il était dans le coup, c'est dommage un peu pour lui. Mais écoute, c'est du bon travail, là, certainement pour Lens. Mais malheureusement, ça ne finit pas comme il le voudrait, bien sûr. Mais il a aussi été frappé là, par Tsunoda. C'est lui qui a été victime de Tsunoda, si je ne me trompe pas, en début de Grand Prix. Donc, mais non, écoute, son travail au milieu du Grand Prix, je le trouvais relativement bon. Maintenant... et abandon et tout ça. Donc, quand on regarde la course, on se dit quel mauvais Grand Prix pour lui. Mais je trouve que le résultat ne donne pas raison à ce qu'il a fait.
Exactement. Et un autre dont le résultat ne reflète pas aussi, c'est George Russell, 13e. 13e, alors que Nicolas Latifi, alors qu'il avait débuté la course derrière Latifi qui lui finit 16e. Donc ça aussi c'est un très bon résultat c'est un très bon résultat de la part de Russell. Finalement chez Haas, Nikita Mazepin qui finit devant Mick Schumacher. Moi je vais le dire très franchement, c'était la meilleure course de Mazepin cette saison. En fait, c'était... Oui, parce que il s'est retrouvé, je pense, 14e après un certain moment. Et là, je pense qu'il se battait aussi contre Kimi Räikkönen. Il s'est bien défendu. Et pour quelqu'un qui a appris la piste d'Interlagos via YouTube, même si il finit, 17e, je pense que, et je dois le dire très, très franchement, comme tu l'as dit, Marc-André, dans le cas de Vettel, le résultat ne reflète pas la performance de Mazepin. C'est rare qu'on le dit, mais c'est le cas. Et puis son travail lors de la Q2 était... la Q3, excusez-moi, la Q1 était quand même bon. Malheureusement, il a été victime de tout plein de choses qui ont fait en sorte qu'il était assez émotif après la Q1, là, lorsqu'il est revenu dans les commentaires. Donc, on voit qu'il y a un désir d'améliorer les choses, mais qu'il semble incapable de faire. Donc, il a fini 17e devant son coéquipier Schumacher, qui est une petite victoire là, quand on regarde sa saison. Lorsqu'il se retrouve devant Schumacher, c'est une petite victoire pour lui. Ouais, exactement. Donc, on pourrait le dire, c'est probablement un des points forts de Mazepin cette saison. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui complète cette émission d'après-course. Évidemment, on l'a enregistré vraiment tard parce que on voulait se remettre de nos émotions, entre autres. Ça a été tout un week-end sur le party, en fait. Donc, au classement des pilotes, donc Verstappen mène avec 332 points et demi. C'est 14 points de plus que Lewis Hamilton. Bottas est 3e, Perez 4e. Charles Leclerc se rapproche tranquillement de Lando Norris et de la 5e place. Il y a 3 points qui séparent les deux pilotes. Derrière, il y a Carlos Sainz qui est 7e, Daniel Ricciardo 8e, mais attention, Pierre Gasly se rapproche tranquillement du pilote McLaren et Fernando Alonso complète le top 10. Au classement des constructeurs, Mercedes a 521 points et demi, 11 points de plus que Red Bull. Ferrari est 3e avec 287 points et demi. McLaren en a 256. C'est toujours l'égalité entre Alpine et AlphaTauri, mais avantage Alpine avec la victoire de Ocon à Budapest. C'est 112 partout. Aston Martin est tout seul avec le 7e rang, 68 points. Williams en a 23 au 8e rang. Alfa Romeo en a 9 et 9e avec 11 points et Haas 10e. Alors, notre prochaine avant-course, ça va être la semaine prochaine lors du Grand Prix du Qatar, le tout premier Grand Prix du Qatar. Est-ce que ce sera le moment où on va dire il y aura peut-être une balle de championnat pour Max Verstappen, ou on va dire game on d'ici l'Arabie Saoudite. Et évidemment, nous, on va se retrouver jeudi, on enregistre le mercredi pour, on va justement revenir sur notre constat des qualifications sprint, étant donné que Brésil était la dernière. Et vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et évidemment, tous nos anciens épisodes se retrouvent sur bulletingp.com, ainsi que les textes d'avant et d'après course. Et on vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook F1 Québec. Normalement, le lien se retrouve sur le site du Bulletin GP. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi, Abdou, encore une fois. C'est toujours un plaisir. Exactement. Donc, on va se retrouver mercredi pour l'enregistrement. Sinon, dimanche pour l'après-course du Bulletin GP. Évidemment, qui va être encore un peu plus tard, puisque je serai dans une finale au froid. Quelle chance. Je suis jaloux.
Écoute, acheter un billet, la chance d'avoir acheté un billet vendredi à 10h, ça a aidé en fait. Ouais, un peu de jalousie, un peu loin pour cette finale, mais on va la regarder bien au chaud dans mon salon et en espérant fêter une victoire du CF Montréal. Donc peut-être que vous allez sur la fin de la saison. Exactement. Donc vous allez peut-être entendre une voix différente dimanche. Oui, de ta part et de ma part. Exactement. Donc, on vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et on se retrouve jeudi pour l'épisode numéro 97 et dimanche pour l'après-course. Salut tout le monde. Salut à tous.